faut juste savoir qu'il y a il y a du positif comme du négatif, mais ça reste un pays extrêmement intéressant à vivre et à connaître et à comprendre. Et la vie y est agréable, vraiment agréable. Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter un de mes podcasts aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fille Expat, chaîne pas seulement dédiée pour les femmes. Alors si tu es un homme, sache que tu es toi aussi le bienvenu. Si tu ne le sais pas déjà, tu y découvriras tous les mardis la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec une femme qui a osé sauter le pas de l'expatriation. Sans plus attendre, je te souhaite une très bonne écoute. Salut auditeurs et salut auditrices. Je suis super excitée de l'invitée que nous avons aujourd'hui car elle va nous parler d'un pays que personnellement j'ai sur mon top 5 des pays que je veux absolument aller voir dans les prochaines années. Donc sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Agathe, j'ai 35 ans. J'ai vécu au Japon pendant à peu près 3 ans. Je suis rentrée en France, ça va faire 4 ans maintenant. Et j'ai adoré mon expérience là-bas. Alors attends, parce que là j'ai pas eu le temps de faire les maths. T'es partie en quelle année du coup? Alors, je suis partie là-bas en 2014. D'accord, en 2014. Donc ça fait 6 ans du coup, parce qu'on est en novembre 2020 au moment où on enregistre ce podcast. À peu près, je suis pas complètement, Oui, oui, je oui, suis pas à fond sur les dates, mais pas de souci. Est-ce que tu peux j'ai nous... fait quelques allers-retours. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler, nous parler un peu de qui était cette Agathe juste avant qu'elle parte? Alors, waouh, c'est difficile. Remonte en arrière. Qui était cette Agathe? Alors, c'était quelqu'un qui travaillait dans les hôtels. Après être passée par la case casino, j'ai été croupière en casino pendant 5 ans et j'en suis venue à l'hôtellerie. Et donc, juste avant que je parte au Japon, en fait, j'avais fait une formation pour me spécialiser en conciergerie d'hôtel. Et avant tout ça, j'avais étudié les arts. Enfin, c'est un peu, j'ai un parcours assez hétéroclite. Et j'avais toujours, enfin, j'ai toujours aimé le Japon. En tout cas, depuis que j'avais à peu près 20 ans, je m'y étais beaucoup intéressée. Donc, comme énormément de Français via les animés, tout simplement parce que, étant née dans les années 80, j'ai grandi avec cette culture du Club Dorothée, des animés. Donc, je connaissais déjà un peu la culture du Japon à travers ces animés, même si elle n'est pas forcément réaliste. Et je me suis renseignée plus précisément, et du coup, mon intérêt a grandi. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était le mix en fait entre la modernité du pays, ses avancées technologiques, les robots, enfin tout ça, et le fait qu'ils soient encore extrêmement traditionnels, qui est quelque chose que je trouve qu'on perd un petit peu en France. Et je trouvais ça dommage, et c'était ça qui m'intéressait le plus en fait, c'était plutôt leur culture et leur histoire qui est extrêmement riche. Donc j'ai juste en fait décidé qu'un jour, comme toi, j'irai voir ce pays. Et, euh, et donc, suite à mes études de conciergerie, le marché en fait de l'emploi étant difficile à ce moment-là, j'ai juste en fait pris une décision très radicale de partir au Japon pendant 1 an normalement, donc avec le Working Holiday Visa, qui était en plus ma dernière chance parce que j'avais 29 ans à ce J'allais te moment-là. demander, ouais, c'est quoi la d'âge limite? C'est pareil que les 30 ans PVT? pour le 30. Japon. D'accord. Selon les pays, ça peut varier, ça va jusqu'à 35 ans si je ne m'abuse. Mais pour le Japon, c'est 30 ans. C'est toujours une année, et c'est une année seulement par pays. Tu ne peux pas accumuler plusieurs Working Holiday Visa pour un seul pays. Et il faut évidemment un accord entre les deux pays. Ce qui est le cas de la France et du Japon qui sont assez, qui s'apprécient bien en tout cas. Ah, Ça, super. c'est quelque chose dessus. Donc du coup, j'ai pris l'occasion en fait avant mes 30 ans de pouvoir partir au Japon. Et j'ai obtenu mon passeport en faisant les yeux doux à la police, assez vite. Et je suis allée à l'ambassade japonaise. La plus belle chose, c'est que j'ai eu mon visa pour partir au Japon le jour de mon anniversaire. Donc voilà, j'ai la date de mon anniversaire mon premier visa japonais. Ah, quel beau cadeau! Voilà, donc je suis partie. Après, je suis pas, en tout cas à l'époque, je n'avais pas vécu à l'étranger, ni même fait des voyages type sac à dos. On va être honnête, je viens à la base d'une famille aisée, donc on ne voyageait pas à l'arrache. Et j'avais même jamais pris l'avion seule avant de partir, pour de vrai. D'accord. J'ai demandé à mon grand frère de venir faire le check-in avec moi parce que j'avais peur. C'est normal. Voilà. Et donc, je suis quand même partie en ayant un point de chute. Je ne suis pas partie comme ça. Alors attends, Je... avant qu'on parle de ton point de chute.
Revenons Certes. un petit peu en arrière, parce que justement, tu viens de citer Oui. un frère. Donc, comment t'étais par rapport à ta famille? Parce que là, quand même, tu prenais une décision importante. C'était quoi ta relation avec ton entourage? Euh, Alors, c'est-à-dire que à l'époque, mon grand frère revenait des États-Unis. Il avait vécu à San Francisco pendant 3 ans. Il venait de revenir à Paris, donc il a été là pendant 1 an quand moi j'étais à Paris. Donc j'aime beaucoup mon grand frère, on s'entend extrêmement bien. Donc je le voyais toutes les semaines et je m'occupais aussi de son fils qui venait de naître. Euh, et après, ma grande sœur, qui pour le coup, elle était encore dans le Nord, puisque je suis originaire du Nord à la base, D'accord. de Valenciennes. Donc je la voyais un petit peu moins et on s'entendait un petit peu moins quand j'étais jeune d'ailleurs. Et mes parents étaient aussi encore dans le Nord à cette époque-là. Et après, j'ai des relations, on va dire, normales avec ma famille. Après, je suis pas quelqu'un, comment on va dire ça, que ce soit la famille ou les amis, je suis quelqu'un plutôt solitaire d'origine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'appeler les gens tous les jours. Oui, et Je puis, peux ne pas donner de nouvelles pendant des mois, c'est pas grave. de toute Au façon, grand dam de mes parents. là, t'étais plus sur Valenciennes avant de prendre cette décision, donc tu savais En fait, déjà. j'habitais Paris. D'abord, j'avais habité en Alsace. C'était la première fois, on va dire, que je quittais ma région natale pour du travail. Donc, j'étais partie pour un casino en Alsace. Donc, j'ai été 3 ans en Alsace. Donc, j'avais déjà passé l'étape où tu es dans une région que tu connais pas, avec pas d'amis, pas de famille sur place, dans un nouveau job. Ça n'a pas été facile, je vais être très honnête. C'était un petit peu compliqué parfois, mais bon, voilà, on passe à travers ça aussi, il faut le faire. Et ça fait grandir en tout cas. C'est Et ça. voilà. Et j'avais un chat. J'ai eu un chat, donc tout va bien. C'est intéressant quand même que tu parles justement de dire que c'était pas facile parce que tu étais quand même en France. Oui, j'étais en France, mais le fait est que bon, l'Alsace, c'était quand même. Enfin, fallait prendre le train Strasbourg-Paris, Paris-Lille. Donc, il y avait quand même un peu de route. Et puis voilà, moi, je suis. Après, ça va parce que je suis pas non plus. Il y a des gens qui. Ma grande sœur, par exemple, appelle ma mère tous les jours. C'est pas mon cas. Concrètement, j'ai pas besoin de grand monde pour vivre, quoi. D'accord. C'est pareil pour les petits copains, j'en ai pas besoin, quoi. Donc, je vais être complètement honnête, je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un pour traverser la vie, en fait. Je peux me débrouiller toute seule. Après, ça veut pas dire que, comme tout le monde, je rencontre pas des épreuves et qu'à un moment donné, j'ai pas forcément. Enfin, j'ai aussi envie de voir ma famille, j'ai aussi envie de voir mes amis. Mhm. Donc, c'était un peu compliqué de perdre tout d'un coup. Et ça a été aussi compliqué au Japon, il faut pas se mentir. Parce que là, c'était la France, quoi. L'Alsace, ça reste la France, ça reste quand même chez moi. Je suis pas en territoire inconnu comme j'ai pu l'être au Japon, où vraiment tu comprends rien à la langue, enfin t'es complètement perdu. Donc là, c'était pas du tout la même chose. Donc après les 3 ans en Alsace, je suis revenue à Paris, où j'ai fait mes 1 an, tout simplement. Enfin, presque 2, puisque j'ai fait un stage aussi. Donc, pour mes études. Et donc là, à Paris, bon, j'avais mon grand frère, j'étais beaucoup plus proche de mes parents, donc je pouvais aller les voir plus facilement. J'avais retrouvé certains amis qui sont à Paris aussi, donc c'était beaucoup plus facile euh, pour le coup. Ouais, et du coup, parce que tu avais quand même un appartement, des affaires, des choses comme ça? Alors, oui, oui, en Alsace, j'avais mon appartement, surtout j'avais mon chat, que j'ai donc pris là-bas, un chat que j'ai trouvé. Voilà, et donc je l'ai emmené avec moi à Paris. J'étais dans l'appartement de mon grand-père. J'avais la chance d'avoir l'appartement de mon grand-père à cette époque, donc j'ai pas galéré à trouver un logement. Et j'avais mon grand frère qui habitait pas loin, donc j'allais le voir toutes les semaines. Parce que du coup, quand tu étais à Paris, tu as commencé quand même à prendre la décision d'aller au Japon? Non, pas du tout en Pas tout de fait. suite? Enfin, je veux dire, c'était une décision. J'y avais réfléchi. À la base, je voulais juste aller visiter en touriste, quoi, en D'accord. vacances, faire, je sais pas, peut-être un mois là-bas. Mais ça me paraissait quand même cher. Parce que bon, ça reste pas, c'est pas un pays du tiers monde, donc il y a des frais quand tu veux voyager là-bas, et du coup, surtout les transports qui sont assez chers. Et du coup, j'y avais réfléchi. Et après, mais je m'étais pas dit, tiens, je vais aller vivre là-bas, parce que ça me paraissait impossible en soi. Se dire, tiens, je pars dans un pays qui est en plus très difficile en termes de visa, soyons honnêtes. C'est des membres de ma famille. J'ai 2 cousins, en fait, qui sont partis en Australie en working holiday et qui y vivent toujours. Et c'était il y a 10 ans. Et qui ont fait leur vie là-bas, en fait. Et de ce fait-là, j'ai appris par rapport au working holiday visa et je me suis dit, bah, s'ils ont pu le faire, pourquoi pas moi? Pourquoi pas tenter? Mais je serais jamais partie sac à dos
sans avoir une certaine sécurité Non, c'est clair. là-bas, sans savoir. Puis j'avais pas forcément de finances. C'est ce que j'allais te Après, demander, t'avais de l'argent de côté ou pas du tout? non, pas du tout. Après, le Working Holiday Visa demande certaines choses. Si tu as un billet d'avion aller-retour, en sachant qu'on peut trouver des avions, on peut trouver des allers-retours pour à peu près 500 euros si on passe par les compagnies chinoises, mais c'est à peu près, on va dire, 1000 euros hein, l'aller pour le Japon en direct via Air France. Donc, si tu as ton billet aller-retour, il te faut 3000 euros sur ton compte. Pour justifier qu'en fait, tu peux quand même te démerder un minimum quelques mois au Japon tout seul si tu galères. Moi, j'avais pris que l'aller, ne sachant pas quand revenir puisque j'avais un an. Donc, du coup, il me fallait 5000. Donc, ce que j'ai fait, parce que mes parents n'étaient pas spécialement d'accord pour que je parte au Japon, du coup, ils ne voulaient pas me prêter l'argent, même pour une journée, parce que j'avais juste besoin que la banque dise que j'avais 5000 euros. C'est ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mon frère m'a mis 5000 euros. J'ai fait le papier, j'ai 5000 euros et je lui ai rendu l'argent. En gros, j'ai fait ça, quoi. Et je pense que oui, non, ça a quand même été une surprise pour ma famille. Maintenant que je m'en souviens, en fait, ils n'étaient pas spécialement OK pour que je parte. Et étonnamment, alors que mon frère a vécu aux États-Unis, c'est tout aussi loin en termes d'avion. Mais le Japon, ça avait, pour les membres de ma famille, ça avait vraiment une. Genre, je pars loin, quoi. C'est un truc qui est tellement différent. Les États-Unis, ça, c'est quand même vachement associé à la culture européenne, puisque c'est majoritairement des Européens qui vivent là-bas en vérité. Oui, il y en a Enfin, beaucoup. je veux dire, c'était des Européens, donc il y a la culture chrétienne, enfin catholique en tout cas. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut reconnaître. Je parle anglais très couramment, donc ça posait pas de problème. Mais le Japon, c'est vraiment, tout le monde me disait, waouh, le Japon, genre l'OVNI, quoi. Je suis Tu partie vas sur sur une Mars. autre planète. Donc c'était un peu ça. Et c'est vrai que mes parents étaient un peu surpris parce que je l'ai fait très vite, en tout cas la décision de partir et le fait de partir. En fait, j'en ai discuté peut-être 2 mois et c'était fait, quoi. Donc du coup, ça a été extrêmement rapide et ils n'étaient pas forcément OK pour que je le fasse. Et du coup, mon frère m'a aidé. Et puis après, ils s'y sont fait. Hein. Oui, Voilà, voilà. quoi. Ils n'ont pas eu le choix. Non, Donc, c'est ça. Et donc, est-ce que tu avais des affaires enfin, à vendre ou des choses comme ça ou... oui, oui. Bah, en fait, comme j'avais récupéré, j'avais quelques meubles à moi que j'avais ramenés d'Alsace et j'avais récupéré l'appartement de mon grand-père, donc où vivait mon frère avant moi. Donc il y avait les meubles de mon frère. Ce qui a été le plus dur, c'est mon chat, en toute Ouais, t'as honnêteté. pas pu le prendre le chat. Non, non, parce que j'allais habiter dans une famille qui, n'aimait pas les chats, et faire vivre un animal une quarantaine, etc., sans savoir si tu vas habiter dans un environnement qui est correct pour lui. Donc, je l'ai confié à mes parents. Enfin bon, c'est une histoire, ce qui fait que malheureusement, j'ai perdu mon chat quand je suis un petit peu avant que je rentre du Japon, puisqu'elle s'est enfuie de chez mes parents. C'est le côté un peu malheureux de l'histoire pour moi qui vraiment m'a pesé, c'est que en fait je me dis bon voilà, j'ai pris un animal en responsabilité, je suis partie, je vais pas dire par un caprice ou par égoïsme, mais je suis partie comme ça au Japon, je suis restée presque 3 ans au lieu d'un, et la résultante de ça, c'est que malheureusement j'ai pas retrouvé mon chat quand je suis rentrée, qui était un peu comme un enfant pour moi, donc ça a été extrêmement dur et ça me marque encore. Et voilà, et c'est d'ailleurs une histoire qui m'a donné des idées de projets dans mon avenir. Enfin bon, ça c'est Ouais. encore autre chose. Mais tu sais que t'es pas la première invitée qui se retrouve dans cette situation à partir et avoir un Mais en problème avec fait, son chat ou son chien ou peu importe. là, mon frère qui est parti à Dubaï, c'est moi qui ai amené son chat à Dubaï quelques mois après et qui l'ai gardé pendant qu'il était au début là-bas. Et ma sœur qui a vécu en Bulgarie à Sofia, il y a eu exactement le même souci. Donc il y a un de ses chats qui est chez mes parents. Mais voilà, mais après, non, j'ai juste vendu les meubles. Dans le cas présent, mon grand-père voulait vendre l'appartement, donc j'ai aussi vendu l'appartement. Et ça s'est fait assez vite. Hein. J'ai mis mes meubles sur le bon coin. Ce que les gens ne voulaient pas, je les ai mis dehors. Plein de gens qui les ont récupérés, mes vêtements aussi. Donc non, j'ai tout vendu. Enfin, et ce qui vraiment était très important, les quelques objets que j'ai qui étaient vraiment très importants, j'ai fait un carton et je l'ai amené chez mes parents tout simplement. D'accord. Et là, à ce moment-là, est-ce que tu étais comme en train de commencer à préparer un pied-à-terre au Japon ou t'allais vraiment partir un peu à l'arrache? Alors, à la base, j'allais partir un peu à l'arrache, mais en fait, ça a été fait c'est-à-dire que j'ai commencé à faire mon visa, mon passeport, etc., que quand j'ai trouvé un travail et un logement.
En fait, je ne serais pas partie en me disant je pars en sac à dos et en fait, je ne sais pas où j'atterris. Parce que ça, je l'ai fait après en Corée, au Vietnam, etc. C'est autre chose. Mais j'ai voyagé un peu quand j'étais là-bas. Mais du coup, non, j'avais via mon travail, qui est de la conciergerie, et qui se rapproche en fait de ce qu'on appelle les majordomes. En fait, j'ai trouvé un poste de majordome en fait pour une famille allemande assez riche à Kobe. Voilà. Génial. Donc, si tu veux, après, il y a aussi, il n'y en a pas beaucoup au Japon, mais c'est comme quand tu pars en tant que fille au père, je suppose. La différence, c'est que moi, effectivement, j'étais logée, nourrie là-bas, mais j'avais un petit salaire puisque je travaillais. Tu passes par un site internet ou comment ça se passe? Tout à fait, je suis passée par un site d'expat qui cherche justement des gens, pareil, en expat pour un temps pas trop long, à accueillir chez eux. Voilà, donc après, je suppose que tu peux trouver ça. Une seule offre pour le Japon de toute façon. Et c'était à Kobe, donc moi je connaissais pas du tout Kobe. J'étais assez contente parce que c'était dans le Kansai et je voulais aller dans le Kansai. Je voulais pas être à Tokyo comme tout le monde, je voulais être à Kyoto. Et du coup, j'étais assez contente parce que c'est à 1 heure de train à peu près Kobe et Kyoto. Donc, et je suis très contente à posteriori d'avoir atterri dans le Kansai et pas à Tokyo, qui est beaucoup plus, mais qui est une capitale donc qui est beaucoup plus froide. Les gens sont beaucoup plus froids, beaucoup moins amicaux. Donc, en tout cas, pour tous mes amis qui ont fait les deux, c'est ce qui en est ressorti. D'accord. Et du coup, pour quelqu'un qui avait encore jamais pris l'avion, parce que si je me trompe pas, tu as dit que tu n'avais jamais pris l'avion. Ah, mais non, je suis une experte, quoi. Et du coup, quand tu étais dans la voiture de ton frère, dans quel état tu étais? J'avais peur. Bah, déjà, j'avais peur parce qu'en fait, je partais dans un pays dont je parlais pas la langue à l'époque. Alors certes, j'avais écouté des animés pendant 15 ans, donc c'est pas comme si la langue me paraissait complètement étrangère. J'ai jamais pris le moindre cours de japonais, donc je savais pas du tout parler. Donc évidemment, j'avais appris les phrases importantes, genre bonjour, merci, excusez-moi, ça se trouve où? C'est une des phrases les plus importantes en toute honnêteté. Tu te perds tout le temps, il n'y a pas de nom de rue et de numéro comme chez nous, c'est l'angoisse. Et comme il y a des immeubles où tu as genre 50 magasins à l'intérieur, franchement, c'est la guerre pour trouver quelque chose, quoi. Donc, en fait, tu passes ton temps à dire excusez-moi, vous savez où c'est? Ça a été ma phrase la plus utile quand je suis arrivée là-bas, quoi. Et du coup, voilà, donc en tout cas, j'avais déjà cette connaissance, on va dire, de la manière dont il parlait, des intonations. Donc, je comprenais déjà un petit peu le japonais, sans le parler outre mesure. Mais bon, oui, quand je suis partie, j'avais peur de partir dans un pays complètement étranger, dans une famille que je connaissais pas beaucoup. On avait Skypé 2-3 fois. Voilà, il y avait 2 enfants. Du coup, c'était un peu stressant. Et en plus, effectivement, c'était la première fois que je prenais l'avion seule. et mine de rien, la dernière fois que j'avais pris l'avion, c'était, je devais avoir 16 ans pour aller à la Réunion avec ma famille. Donc en fait, j'avais jamais fait un check-in moi-même ou Ouais. dans le stress. Et mon frère, qui, bon, pour le coup, avait beaucoup voyagé vu qu'il avait vécu aux États-Unis, qui est un expert de ça, du coup, il me disait, mais t'es complètement débile, quoi. C'est tellement facile. T'as juste à enregistrer tes bagages, à suivre ce qu'ils te disent, à y aller, quoi. Et moi, j'étais en panique totale. Panique totale. Mais j'ai bien appris. Maintenant, l'avion, c'est simple quand j'ai même. tellement pris que je sais exactement comment m'habiller, quoi faire. Enfin, en plus, que ce soit Charles de Gaulle ou le Kansai, l'aéroport d'Osaka, donc le KIX, je le connais par cœur. C'est pas une grosse étape, quoi. Non, c'est pas une grosse étape, mais c'est une étape que tu ne connaissais pas par toi-même, donc ça fait toujours un peu peur, c'est normal. Oui, après, il y avait aussi, je pense, l'appréhension d'arriver dans un pays étranger qui rajoutait du stress, où tu pars pas pendant des vacances, tu sais pas à quoi t'attendre. Enfin, tu vois, la famille doit t'attendre là-bas, tu sais pas comment est la douane là-bas, parce qu'évidemment, c'est pas la France, donc tu sais pas comment ça va se passer. Et puis, j'avais caché du vin et du saucisson dans ma valise. Tu as osé? Oui, j'ai osé. Et du coup, une fois que que t'es arrivé là-haut, comment ça s'est passé? Je suis arrivée à Osaka. Comme je connaissais pas bien l'aéroport ou la manière dont il fallait procéder pour sortir de l'aéroport, du coup, ça a mis un petit peu de temps. Donc, j'avais 10-15 minutes de retard. La famille m'attendait, en fait, dans l'aéroport, à l'entrée. Et là où j'ai eu du mal, c'est quand j'ai passé la douane, patati, patata. Et j'arrive au moment où ils te laissent passer toi, quoi. Donc, ils regardent ton visa. Donc, j'avais mon visa d'1 an, pas de problème. Sauf qu'en fait, il y a un truc qui est vachement important pour eux. Vraiment important, c'est que tu mettes
l'adresse où tu vas habiter, même si c'est l'hôtel. Il faut que tu leur dises où tu vas aller. Les mecs, c'est des flics. Comme je ne connaissais pas l'adresse en fait de la famille et qu'en fait je n'avais pas de téléphone portable, en fait j'ai fait 3 ans sans téléphone portable là-bas. Oh, wow. Oui, parce qu'en fait je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque en fait tu pouvais pas désim-loguer un téléphone. Tu sais, tu pouvais pas emmener un téléphone de l'étranger et inversement. De toute façon, si t'as pas un contrat minimum de 2 ans de taf, en fait, tu peux pas. Il y avait pas, tu sais, des SIM cards que tu achètes à l'arrache. Donc en fait, j'avais pas d'infos et j'avais noté ça sur un papier que je trouvais plus. Donc j'avais Évidemment. pas l'adresse, j'avais pas le téléphone des gens. Et du coup, je me souviens, j'ai dit au mec, j'ai fait non, mais ils m'attendent là dans le hall. Et t'avais effectivement une famille de 4, ce qu'ils appellent les gaijin, donc les gaikokujin, donc des étrangers qui attendaient. Donc c'est pour ça qu'il a été vérifié les caméras et qui en fait qui m'a laissé rentrer parce qu'en fait je lui disais je sais pas où j'habite. Je vais habiter Kobe, mais je ne sais pas quelle est l'adresse, je m'en souviens plus. Et donc, quand c'est comme ça que tu ne notes pas l'adresse, en fait, ils n'ont pas pu l'écrire à l'arrière de ma carte. Et en fait, quand c'est comme ça, j'ai 3 mois pour enregistrer mon adresse. Et attention, parce que c'est un vrai gros problème. Ça m'a posé problème. C'est vrai. Donc c'est un truc hyper important. Ils sont hyper au taquet là-dessus. Mais ça, tu sais que c'est aux États-Unis et au Canada d'ailleurs, pour les pays que je connais, c'est pareil. Il faut absolument savoir l'adresse où tu vas être pendant Mais en la... fait, si j'avais su, en fait, j'aurais dit, vas-y, je suis au Hyatt. Et ça aurait réglé le problème. Mais c'est ça, J'aurais donné le nom d'un hôtel à l'arrache et basta, quoi. ouais. Donc, Mais donc c'est en un bon fait, c'est conseil que juste... tu donnes parce que c'est vrai que moi je le fais parce que maintenant je le sais et je le fais inconsciemment. Mais moi dans mon passeport, je mets tout le temps un papier avec l'adresse où est-ce que je vais aller. Tout le temps. Juste au cas où. Et moi, je l'avais noté en fait sur un papier, le téléphone, l'adresse au cas où. Et en fait, je sais pas, j'ai dû le perdre dans l'avion, whatever. Ouais. Et je le trouvais plus. Et du coup, je savais plus où c'était, quoi. Parce que va-t-on voir les adresses aussi là-bas. Merci, quoi. Donc, voilà, donc le machin c'est en japonais, c'est un truc à rallonge et du coup c'est pas comme les États-Unis où ça marche comme nous, t'as un numéro, une rue et puis un Ouais. code postal et la ville quoi. Tu vois, c'est pas exactement pareil là-bas, donc du coup c'était hyper compliqué et plutôt que de lui mentir et lui dire vas-y je vais dans cet hôtel ou je sais pas quoi, en fait je savais pas et je lui disais mais je sais pas où c'est, c'est à Kobe mais je sais pas où. Et voilà, et donc du coup, j'ai dû lui dire, regarde, c'est les 4 gens là qui m'attendent dans le hall. Donc il a fini par me laisser passer. Je trouve que ça a bien pris 20 minutes, quoi. Mais il a fini par me laisser passer, ouais. Bon, génial. Et Donc donc, je ne sais pas s'ils ont été vérifiés, je ne sais pas s'ils ont été parlé à la famille, j'en sais rien. Mais à un moment donné, il m'a laissé passer, mais ça m'a un peu mis dans le stress quand même, mine de rien, parce qu'il ne voulait pas, quoi. Mais ça m'a posé problème derrière parce que en fait, j'ai complètement zappé que je devais enregistrer mon adresse sur ma carte et que donc je devais aller dans une administration spéciale pour ça. Déjà, quand tu parles pas japonais, alors autant soyons honnêtes, ils parlent pas anglais, quoi. ah, Rien à faire, quoi. Ouais, non, c'est même le pire, c'est quand même le bureau d'immigration qui est quand même fait pour les gens qui sont pas japonais, quoi, à la base. Les mecs parlent pas anglais. C'est abusé, quoi. Donc ça a été très compliqué. J'ai eu quelques petits problèmes avec le Japon. Ouais. Enfin bref. mais tu faisais comment Enfin, du coup? Parce que tu n'avais même pas de c'est la téléphone. suite de l'histoire, ça. Ah! Bon, alors avant d'arriver à la suite de l'histoire, est-ce que ouais, tu veux nous dire du coup comment tu t'es sentie une fois que tu t'es retrouvée avec cette famille et que tu as passé tes premiers jours au Japon? Alors, je suis arrivée, donc c'était une très jolie maison assez récente d'expatriés, donc dans un quartier très riche, un peu le Beverly Hills de Kobe, donc ça s'appelle Mikage. Donc c'est genre, c'est le quartier où il n'y a rien, hein, concrètement, enfin c'est pas des commerces en tout cas. Mhm. Genre t'as la station, t'as la gare, t'as une rivière et après c'est que des baraques qui font 4 pâtés de maison. Et voilà, ouais, non, mais Waouh. concrètement c'est ça. Ouais. Donc c'est un quartier de riches, hein, concrètement, comme tu peux voir au Japon, dans les villes d'Asie, comme ça, à Corée également, où tu vois, où t'as les vieilles maisons japonaises et genre à côté de moi, j'avais un manoir normand, quoi. Et un truc avec Waouh. des poutres et tout, abusé. Enfin bref, voilà, donc c'est Mikage. Donc c'était donc la maison était jolie. J'avais ma propre chambre qui était quand même assez grande, qui devait faire ouais, une vingtaine de mètres carrés, meublée en mode Ikea. Voilà, la famille était sympa. Ils voulaient que je parle anglais pour les enfants, donc on parlait anglais, même si je parle un peu allemand. Donc du coup c'était plutôt cool. Le papa était très gentil, la maman c'est notre paire de manches. Après c'est très difficile de vivre avec des gens que tu connais pas. Si tout en ayant ce stress que si ça se passe mal, tu peux être jeté, que
tu vois, parce que c'est là où tu vis, c'est là où tu as ton salaire, c'est comme un job, Bah, quoi, tu tu vois. t'adaptes, quoi, Donc, ouais. c'est pas un CDI, quoi, t'as pas une sécurité de l'emploi. Donc, Mhm. c'est un peu compliqué, et ça a été très compliqué parce que la mère travaillait à la maison, elle avait une entreprise en Allemagne, donc elle bossait à la maison, et c'était pas quelqu'un de sympa du tout. Genre, je crois que la première chose qu'elle m'a dit, c'était elle fumait une cigarette à l'extérieur sur le porche, et je l'ai rejoint parce que je suis fumeuse. Et elle m'a dit, j'essaye juste de discuter un peu avec elle, quoi, tout simplement. Et elle me dit, j'aime pas qu'on me parle quand je fume. Voilà, c'était ça. Et la seule chose qu'elle m'ait montrée, en fait, de la ville, l'année que j'ai fait chez eux, c'est le supermarché. Ça, Waouh. c'est limité ça. Voilà, donc après, j'ai eu énormément de chance, c'est que les voisins de cette famille, c'était des Français. Euh, voilà, c'était une famille française adorable. Et je suis devenue très amie avec la maman. Et du coup, elle m'a montré plein de trucs, elle m'a expliqué plein de trucs, tu vois, où est-ce que je pouvais trouver des cours de japonais gratuits, comment aller même à Kobe, parce qu'en fait, moi, je suis arrivée, je savais rien, et en plus, j'étais dans la banlieue, j'étais pas dans la ville même. Donc, il fallait que je prenne un train pour aller en ville. Et en fait, je savais même pas prendre un train, c'est écrit en japonais. Donc, Ah parce que bah ils oui. traduisent pas toutes les stations, hein. C'est pas écrit en anglais en dessous à chaque fois, en fait. Et genre, les grosses stations, c'est écrit, mais les petites, c'est écrit en japonais, vas-y, démerde-toi, quoi. Pareil pour les machines qui vendent les billets, etc. Donc, en fait, moi, je savais pas prendre un billet, je savais pas. C'était dur, quoi. Donc, et en fait, ils m'ont rien expliqué, ils m'ont rien montré. Enfin, donc, c'était très, très compliqué. Ma première année, franchement, n'a pas été extrêmement facile. Après, j'adorais les enfants et le papa. Mais comme avec la maman, ça s'est mal passé, j'ai failli partir au bout de 6 mois. Enfin, en plus, j'étais vachement isolée parce que j'avais pas non plus un salaire de dingue et le Japon reste cher, surtout les transports. Les transports sont assez chers, les restaurants pas tant que ça. Bizarrement, en fait, ça coûte plus cher d'acheter de la nourriture que d'aller au restaurant. Ah bon. Si tu veux faire de la cuisine maison, en fait, des produits frais, ça va te coûter cher parce qu'ils cultivent très peu, donc tout est importé. Vu que tu as très peu de terres cultivables, tu n'as presque pas de vaches. Enfin, moi, j'étais à Kobe, donc il y en a, mais ça coûte cher. Mais concrètement, voilà. Donc, en fait, ça te coûte moins cher d'aller au resto et tu peux manger hyper bien pour genre un bon ramen pour 500 yens. Donc, ça fait quoi, 4,80 €. Donc, non, ça s'est pas super. Enfin, ça n'a pas été facile, ça s'est pas très bien passé. Surtout, en fait, j'avais pas d'amis et j'avais pas ma famille. Donc, en plus, comme tu es complètement à l'opposé en termes de jet lag, hein, bon, tu as connu ça aux États-Unis. Ouais. Donc, en fait, pour moi, le jour, c'était la nuit ici et inversement. Donc, c'était pas si facile que ça pour moi d'appeler mes parents. Et puis, mes parents, c'est pas des Skypers, quoi. Voilà, c'est la technologie et eux, ça fait deux. Donc, du coup, je leur donnais quand même pas trop de nouvelles, mais ça a été compliqué à ce niveau-là. Mais c'est juste parce que j'ai pas eu trop de chance, parce que la maman était pas cool, concrètement. C'est ça Écoute, le. en début d'interview, tu as dit que tu te débrouilles très bien toute seule, tu as besoin de personne. Bon, bah voilà. Bah, en fait, je me suis débrouillée toute seule. Enfin, je veux dire, j'appelais pas ma famille pendant des mois. Mais après, quand Oui, tu es non, de dans un temps pays en temps. étranger, Ouais. si tu veux, quand tes seuls amis, c'est un enfant de 10 ans et une gamine de 12 ans, c'est Mhm. chaud, quoi. Parce que comme je sortais pas, parce qu'en fait, fallait aller en ville, et je connaissais pas grand-chose et je parlais pas la langue. Et en plus, à l'époque où je suis partie au Japon, je buvais pas du tout d'alcool. Donc en fait, C'est je très bien. sortais pas non plus dans les bars. Et donc, en fait, tous mes samedis soirs, je les passais au Starbucks. C'est bizarre, hein, mais en fait, c'était le seul truc où j'allais prendre c'était un matcha latte, qui est très bon d'ailleurs, rien à voir avec celui de la France. J'allais prendre mon matcha latte au Starbucks. Et en fait, c'est grâce à ça que je me suis fait mon premier ami en fait au Japon et qui m'a permis de rencontrer d'autres personnes et qui m'a en fait aidé à vraiment pouvoir avoir une meilleure vie. Je pense que quand tu passes par les auberges de jeunesse ou ce genre de choses, et que tu rencontres en fait dans le cas présent parce que tu parles pas la langue et que la culture est si différente. J'aurais pas eu ce problème-là aux États-Unis par exemple, euh, vu que je parle anglais. Oui, Voilà, j'aurais pas eu ce problème. Et j'ai pas eu ce problème quand je suis allée en Corée ou quand je suis allée au Vietnam, ils parlent quand même assez bien anglais, enfin majoritairement. Donc j'ai eu beaucoup moins de problèmes à parler aux gens, à sympathiser avec eux. Mais moi au Japon, enfin vraiment ils parlent pas anglais, quoi. c'est dingue. Quelques jeunes, mais pas plus. Et le problème, c'est qu'en plus, ils osent pas forcément t'aborder facilement. Tu vois, c'est les filles qui m'abordaient plus que les garçons d'ailleurs, pour me D'accord. demander si mes cheveux, ils étaient raides, s'ils étaient bouclés naturellement.
tirer sur mes cheveux, en fait, dans le métro, je m'en souviens, pour les faire rebondir. Et me demander si c'était une permanente. Et voilà. Et du coup ça a été un peu compliqué pour moi la première année. Enfin, je pense qu'il m'a fallu 7-8 mois, en fait, au Starbucks pour me faire un ami, quoi. Et après, j'ai connu la communauté internationale de Kobe. Oui, j'allais Et dire, donc, les bars. il y avait pas des groupes sur Facebook ou quelque part où tu pouvais essayer justement de te créer une communauté, mais Bah, en fait, j'ai pas pensé à aller voir les ouais, groupes Facebook. En fait, ça me paraissait compliqué. Donc, je me suis dit, je vais rencontrer. Enfin, moi, je suis quelqu'un de super social, en fait. Je me ouais. fais des potes au rayon surgelé du supermarché, concrètement. Donc, vraiment, vraiment, c'est un talent. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai rencontré des gens, on va parler. Et j'ai parlé à quelques étudiants parce qu'il devait y avoir une université pas très loin de là où j'habitais, parce que les gens vont souvent à la rivière. Il y a ces rivières qui sont artificielles, hein. Enfin, qui sont naturelles à l'origine, parce que Kobe, c'est entre la montagne et la mer. D'accord. En fait, c'est très long, c'est une bande, mais en fait, t'as quoi? Si tu marches, t'as même pas 1 heure entre la montagne et la mer. Donc en fait, t'as ces espèces de rivières qui descendent de la montagne un peu partout, et qui sont après canalisées dans du béton, enfin avec des quais, etc., etc. Enfin, ce qu'on peut voir facilement au Japon, hein, ces rivières qui ont été bétonnées pour qu'elles descendent jusqu'à la mer. Et donc, en fait, les gens sortent facilement là-bas pour faire du jogging, pour manger avec leurs amis, pique-niquer. Donc, il y a quelques étudiants, je pense, qui ont essayé de me parler vite fait en anglais, mais alors leur niveau n'était pas terrible. Donc, et comme moi, mon japonais était inexistant, c'était très, très, très difficile. Donc, je passais surtout beaucoup de temps avec les enfants, en fait. On allait très souvent au parc. J'ai fait, grâce à la petite, on a été en ville. Elle m'a montré 2-3 trucs parce qu'ils étaient là déjà depuis 1 an, et on a fait des pelliculas ensemble, cette espèce de photomaton où tu mets des oreilles, des machins, Ah, enfin, avant que les téléphones puissent les faire, ça, tu le faisais comme avant qu'il ça. y avait Donc Snapchat. c'est mignon, on a été, voilà. Et Kobe, c'est pas immense, le centre-ville n'est pas très très grand. Donc ça fait plutôt village, c'est plus familial, donc du coup tu te sens mieux. Mais j'ai passé beaucoup de temps à visiter des temples la nuit toute seule. La nuit? Voilà. Bah parce qu'en fait, comme j'avais pas d'amis, en fait, j'avais pas spécialement et je savais pas où aller, où sortir. Alors évidemment, j'ai fait des sorties culturelles de temps en temps pendant mes week-ends. Je suis allée à Kyoto, je suis allée à Himeji, enfin, je suis allée à droite à gauche, voilà, mais toute seule, toujours. Et ma passion, c'était de visiter les temples, voilà, spécialement la nuit. Parce qu'en fait, il y a des temples tous les 3 mètres au Japon. Donc comme j'étais dans une montagne, j'avais toujours des petits temples à droite à gauche. Donc j'allais les chercher, en fait. C'était la découverte. J'aimais bien faire ça. J'aimais bien aller marcher et découvrir. D'accord. Mais ouais, première amie, ça a mis 8 mois. Et 8 mois. t'as essayé d'apprendre un peu de japonais ou? Alors, grâce à ma voisine, elle m'a dit qu'effectivement, il y avait un centre, en fait, dans Kobe, qui permettait, en fait, d'apprendre la langue gratuitement. En fait, c'est des bénévoles qui viennent te donner des cours. Donc j'ai commencé à apprendre là-bas. Après, c'était compliqué parce que c'était en journée. Les bénévoles ont des horaires, hein, à eux. Et c'est pas toi qui les choisis, en fait. Bah oui. Et le problème, c'est que souvent, les horaires étaient compliqués avec mon travail. C'était les moments où moi je devais travailler, gérer les employés de la maison, ou aller chercher les enfants, ou ce genre de choses. Donc du coup, c'était un peu complexe. Et comme c'était une vieille dame qui m'apprenait ça, voilà, c'était pas forcément facile, mais du coup, j'ai appris les bases, en tout cas. Les bases de l'écriture, c'est-à-dire les katakana et les hiragana. J'ai jamais appris les kanji. Ah, Il me j'ai manque un aucune idée alphabet de quoi sur tu 3. parles. En fait, le problème, c'est que la langue japonaise n'est pas compliquée en termes de paroles, parce que tout comme l'anglais, t'as pas le, l'aller, enfin, tu vois, y a pas le mâle ou femelle, en fait, pour les objets. Donc, on va dire que chat, c'est chat. Et c'est une langue qui, comme l'allemand, met le verbe à la fin, mais qui se parle assez facilement, en fait. T'as pas besoin de faire des grandes phrases très compliquées avec beaucoup de... Enfin, honnêtement, je crois que le français, c'est quand même la langue la plus pénible du monde, quoi. Bah, il paraît, Mais ouais. j'ai donné des cours de français à des Japonais, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si facile que je le pensais. Voilà, ça m'est facile en tant que Française, mais quand j'ai dû l'apprendre aux gens, je me suis dit, mais quelle langue chiante! Mais oui, Il y a tellement de règles bizarres. Écoute, moi je me souviens galérer quand j'étais au primaire, donc je confirme, c'est galère. Non, non, mais je me souviens, mes étudiants japonais, ils étaient là, mais pourquoi vous utilisez ça ici? Et là, je les regarde et je fais, c'est un secret!
c'est un secret, je ne peux pas te le dire et je n'en sais rien en fait, c'est juste on dit comme ça et puis c'est tout quoi. Tu Et l'apprends. tu vois, Parce que du coup, tu nous en as pas parlé tout à l'heure, tu devais toujours gérer ton problème avec la douane. Tu as dû gérer avec l'administration. ah oui. Ben, disons qu'au bout de 3 mois, quand ils ont vu que j'avais pas enregistré ma carte, en fait, que j'avais pas enregistré mon adresse au Yard, hein, donc enfin, bon, il y a différents offices, on va dire, japonais pour différentes choses, donc voilà, donc celui-ci, c'est le Yard Office, et je sais même pas comment expliquer ce que c'est. Vous êtes un centre administratif quelconque. Mhm. Et c'est pas l'immigration, mais c'est le centre administratif, on va dire. Et donc, du coup, il fallait que j'aille enregistrer. J'ai complètement zappé, forcément, 3 mois. Pff. Donc, ils ont. Alors, je ne sais pas comment ils m'ont retrouvé. Ils m'ont retrouvé parce que si j'avais pas pu partir sans laisser un numéro de téléphone, et donc j'avais donné le numéro de téléphone de la famille. Et donc, en fait, ils les ont appelés pour dire elle a pas enregistré son adresse, ça c'est pas bien. Et du coup, je me suis retrouvée à devoir aller au Yard de Sumiyoshi, je m'en souviens, et qui est une grosse station de Kobe un peu plus loin de chez moi. Donc, je suis allée là-bas, j'ai réussi à trouver Yard Office avec tous les efforts du monde, c'est-à-dire en demandant à tous les passants. Et puis, donc, j'y suis allée, et avec mon japonais calamiteux, j'ai réussi à me débrouiller. Et donc, j'ai enregistré mon adresse. Bravo. Et ça s'est bien passé, c'était la première fois. Ça s'est bien passé. Voilà, ça change après. Mais donc, du coup, oui, non, ça s'est bien passé. Ça a été. Donc, ça a été un problème qui a été résolu, mais ça m'a posé problème derrière, après, pour mon deuxième visa. Donc du coup, Enfin, bah bon. vas-y, parlons de la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, donc, par la suite, donc, j'ai fait un an tranquillement. Donc j'ai quand même eu. Je me suis beaucoup liée à des gens de la communauté internationale via les bars. C'est-à-dire que le premier ami français que j'ai rencontré au Starbucks et qui en fait m'a entendu parler français via Skype, parce qu'au Starbucks, à part faire du Skype ou lire des livres, je faisais rien d'autre. Mhm. Et du coup, il a entendu que j'étais française et c'était un pâtissier qui était français et qui était installé là depuis 15 ans avec sa famille, et donc il connaissait vraiment bien. Et du coup, il m'a juste parlé parce que j'étais française, et du coup, on a sympathisé. Il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, je t'emmènerai dans les bars où il y a des étrangers. Parce qu'en fait, j'ai cherché sur Internet, tu sais, comme tu cherches à Paris, genre tu vas sur Google et tu fais où sortir, où trouver un pub anglais à Paris, et tu trouves pas au Japon, quoi. En tout cas, pas à Kobe, tu vois. J'ai mis ça, et en fait, j'ai trouvé des adresses, et quand je cherchais, soit c'était fermé, soit ça n'existait pas, soit je les trouvais pas, et en fait, j'étais en mode genre, mais je vais mourir, je trouve rien, je trouve personne, c'est horrible, quoi. Et du coup, et j'avais pas pensé au groupe Facebook, ce genre de choses. Et du coup, ce mec m'a dit, bah écoute, je connais un petit bar canadien, je vais t'emmener là, tu vas voir, les gens sont super cool. Et donc, on a été boire un verre dans ce petit bar canadien, et donc j'ai fait la rencontre de plein d'étrangers. Et forcément, comme tout le monde, je pense, à un moment donné, est venu sans famille, sont seuls, en fait, la communauté étrangère. Je pense que tu l'as vécu aussi aux États-Unis. Oui, En fait, comme tu es seul, en fait, ça devient ta famille, d'une certaine manière. c'est ça. T'es vachement plus soudé. Donc du coup, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené dans d'autres bars, qui m'ont amené dans d'autres bars, qui m'ont amené dans d'autres bars. Et donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Et en peu de mois, j'étais devenue la reine de Kobe, quoi. C'est-à-dire tout le monde me connaissait. Et du coup, tu t'es mise à boire ou comment ça se passe? Quoi? Et Oui, du c'est exactement. J'ai commencé l'alcool au Japon. Voilà. Et maintenant, j'adore le gin. Et, et non, mais pour une raison étrange, et pour maintenant avoir bu des gin tonic en France, je peux le dire. Je pensais juste que j'avais une bonne tolérance à l'alcool, mais en fait, j'étais jamais malade là-bas. Jamais malade, jamais la gueule de bois, jamais bourré, enfin, rarement. À part avec le Strong Zero, mais ça, les gens qui ont vécu au Japon sauront. Et c'est une petite canette qu'on te vend avec 9 degrés d'alcool, mais tu sais pas pourquoi, c'est le truc, ça te rétame, mais Ah, en 2 secondes. Mais du coup, en fait, je sais pas si c'est le thé vert, parce que là-bas, je buvais du thé vert non-stop, puisqu'ils boivent beaucoup de thé vert. mhm. Donc en fait, je buvais, je sais pas, 2 litres de thé vert tous les jours. Et je sais pas si c'est ça qui faisait que. Mais du coup, j'étais très, 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 très rarement malade ou pas bien. Alors qu'en France, je vais boire le même gin, le même tonic. Il n'y a que les glaçons qui changent, mais soyons honnêtes, l'eau de Paris n'est pas si mauvaise que ça. Mhm. Et en fait, au bout de 3, je me sens pas bien, quoi. C'est pas que je suis saoule, mais en fait, je suis pas bien, je suis un peu malade. Enfin, ça passe pas très bien, quoi. Donc, je sais pas si c'est dû à. Peut-être que là-bas, parce qu'on est en montagne, j'en sais rien, je sais pas quoi c'est dû, mais là-bas, ça a passé, mais
à l'aise. 20 Étonnant. gin tonic par fois, à l'aise. Et tu disais tout à l'heure que s'acheter à manger, c'était assez cher et justement dans les bars, ça coûtait cher aussi? Mais par exemple, mon gin tonic, je me souviens, j'étais à 700 yens, ça fait 6 euros. Je le paye 15 euros à Paris. Ouais, non, c'est pas cher. Grand minimum 10 euros. Mhm. Tu vois, donc en fait, c'était pas si cher que ça. Et je veux dire, après, si t'achetais des petits plats tout faits au convenience store, enfin, tu connais les Family Mhm. Mart, les Lawson, Ouais. ce qu'on appelle les combini au Japon. Voilà, je veux dire, pour 4 euros, tu avais des trucs à manger qui étaient assez sains, assez bons, voilà, très japonais. Donc, c'était pas. Et puis moi, j'allais à un magasin spécial, j'allais à un Lawson 100 yens. Donc, c'est le Lawson à 1 euro, si tu veux. Et tout est Ah, à 1 euro. Voilà, le fameux Lawson 1 euro. Et en fait, tu pouvais acheter de la nourriture. Il était spécial parce que les convenience stores, normalement, c'est très limité. T'as un peu de tout, mais limité. C'est comme un vraiment petit Carrefour City, je mhm. dirais. Et c'est le truc qui me manque le plus, je crois, du Japon d'ailleurs, c'est sûrement les combini. C'est vrai? Parce qu'à n'importe quelle heure, tu peux manger, tu peux acheter de la lessive, tu peux acheter des clopes, tu peux faire une photocopie, aller à la retirer de l'argent. Enfin, c'est hyper pratique. Et il y en a vraiment, genre, tous les 3 mètres. C'est abusé. Donc, t'es jamais seul dans la nuit. Je veux dire, tu rentres à 3 heures du matin. euh, il y a toujours ces combini partout. Et en fait, il y a toujours des gens qui vivent quand même la nuit. Tu vois, même Kobe, qui est une petite ville, tu croises toujours du monde, en fait. Et t'es toujours en sécurité. C'est ce que j'allais te Il poser y a comme pas. question. Parlons Ouais. sécurité, tu te sentais en sécurité là-haut? Il n'y a pas une seconde où je me suis sentie en insécurité au Japon. Génial. Et d'ailleurs, je vais même prolonger ça. Ça a été le cas aussi au Vietnam et en Corée et au Laos. C'est-à-dire que vraiment, je rentrais à 3 heures du matin, seule, en jupe, talons, dans des ruelles sombres au fin fond de la montagne, là, enfin dans ma maison. Et je veux dire, j'ai tout perdu. Mon portefeuille, mon appareil photo, tout. J'ai tout retrouvé. J'ai tout retrouvé. Soit c'était au poste de police, soit les gens, en fait, m'ont couru dans la rue pour me rendre les choses. Il y a même un mec qui m'a couru derrière pour me rendre 1 centime de yen que j'avais fait tomber de mon portefeuille. 1 centime de yen, c'est 0,8 centimes Waouh. d'euros. Donc, il aurait pu la laisser par terre, en toute honnêteté. Mais non, il m'a couru après pour ça, quoi. Tu poses ton téléphone au Starbucks. Concrètement, j'avais mon PC, mon portefeuille. J'avais toutes mes affaires. J'allais aux toilettes. À l'intérieur, c'était en terrasse. Hein. Pendant 10 minutes, j'avais même pas l'idée qu'on me les vole, quoi. Et je Waouh. revenais, tout était là. C'est génial ça. Ça me venait même pas à l'esprit. Et les gens sont facilement. Les Japonais supportent pas très bien l'alcool. Ils boivent beaucoup. Et en fait, ça arrive assez souvent que tu vois des gens qui sont complètement morts dans la rue, genre par terre, en train de dormir. Tu sais, les gars en salaryman, quoi. Ils sont en train de dormir par terre comme des merdes avec genre leur portefeuille, leur téléphone. Il n'y a personne qui les touche, quoi. Ils risquent rien. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de criminalité, mais il y a genre quelque chose comme 2% d'incivilité au Japon. Waouh. Et le pire de tout, c'est qu'en fait, enfin, Kobe, pour ceux qui ne le savent pas, Kobe, c'est le fief de la plus grosse famille de Yakuza, les Yamaguchi-gumi. Et tu les vois, hein, ils sont là. Et d'ailleurs, quand j'ai changé de travail ma deuxième année et que donc j'ai vécu ailleurs, mes voisins, c'était des Yakuza et un bordel. Vraiment. Et c'était ça. Et en fait, ils sont super gentils. Ça s'est super bien passé, quoi. Tant que tu rentres pas dans leur Franchement, business, il n'y a pas de raison qu'ils s'énervent. non, mais je dis pas, ça reste une mafia, elle est extrêmement dangereuse, c'est une des mafias les plus dangereuses du monde, hein, faut pas les faire chier, mais ils sont plutôt cool avec les étrangers, je veux dire, tant que tu les emmerdes pas, ils t'emmerdent pas, et si tu veux, c'est très hiérarchisé, c'est très propre, quoi. Je veux dire, il y en a même un qui m'a aidé à porter mes courses. Enfin, bref, voilà, donc c'est plutôt cool, quoi, c'est plutôt cool. Moi, je trouvais ça sécurisant, en vrai. Je me disais, ah, j'ai des voisins, si j'ai un problème, je peux les appeler. Et, Ouais, c'est voilà, clair. donc, après, je sais très bien que ça reste une mafia avec des activités légales et tout ça, mais après, quand je suis partie de Kobe, il y a eu des problèmes où ils se tiraient dessus dans la rue, etc. Donc bon, faut relativiser les choses. Mais vraiment, malgré ça, tu vois, je me suis vraiment jamais sentie pas une seconde en insécurité. Quand je suis revenue à Paris, j'ai mis le pied dans le métro, j'étais en insécurité. Si tu veux, quand je vois un groupe de ce qu'on va appeler les jeunes wesh, quoi. Euh, voilà, quand je croise ce genre de personnes, je fais toujours gaffe. Parce que je sais que si les personnes sont alcoolisées, ça peut quand même mener à de la violence, alors que là-bas, jamais. Même en croisant un groupe d'hommes, j'avais pas ce sentiment genre, ah, je suis toute seule dans la nuit en train de croiser un groupe d'hommes.
il faut juste que je fasse attention. Non, je me suis jamais dit, il faut que je fasse attention, quoi. Et au Vietnam et au Laos, j'ai poussé le vice, hein, parce que là, j'étais partie en mode sac à dos. Et j'étais dans la montagne, dans des bus de nuit avec que des mecs. Enfin, pendant 12 heures. Voilà quoi. En Corée, j'ai carrément traversé, j'avais pas de logement, je m'en souviens, c'était horrible. J'ai traversé la montagne à pied sur un ancien chemin de fer dans la forêt Mais pendant des heures sous non! la pluie. Si. La Corée, ça a été une étape et c'est lié au Japon et c'est lié à mes visas, mais ça a été une étape incroyable, la Corée. J'ai perdu 7 kilos en une semaine, c'était magique. Et ça a été un vrai voyage. Mes voyages sont toujours particuliers. Il se passe toujours des choses. Et voilà. Et en fait, pareil, je me suis pas sentie en insécurité là-bas. Jamais, quoi. Et en plus, j'avais toujours des talons. Et là-bas, c'est pareil sur la mode. Je veux dire, en France, je m'habillais vachement jean, basket, t-shirt. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu des gens qui s'habillaient n'importe comment. Non, mais pas mal, je veux pas dire mal, mais genre une fois, il y a un ascenseur qui s'est ouvert et t'avais un mec avec un chapeau en forme de crabe, sûrement parce qu'il vendait du crabe, j'en sais rien. Et en fait, t'avais des mecs dans la rue habillés en cosplay pour des bars, et t'avais des gens en costume vraiment en uniforme de salaryman, et t'avais les filles en gothique, et t'avais les meufs qui étaient habillées genre avec les talons Louboutin qui brillent et les robes à paillettes que même dans un mariage, t'oserais pas mettre ça. Euh, et en fait, tu vois tout ça dans le métro, c'est dans le même métro. Et ça passe très bien. Ça passe très bien. Et je me suis dit, en fait, je peux juste m'habiller comme je veux ici. Donc, du Trop coup, je mettais bien! des gros tutus, en Non! fait, je m'habillais vachement féminine, en fait, là-bas. Alors qu'en France, pas du tout à l'origine. J'étais plutôt un tomboy de base. Et du coup, je m'habillais plutôt en garçon manqué, je dirais. Et là-bas, en fait, j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup les vêtements. C'est juste que j'osais pas forcément mettre des talons et des robes en France. Puis c'est pas pratique, de toute façon. Ça reste pas pratique. C'est clair. Surtout dans les transports à Paris. Et en fait, là-bas, je mettais tout le temps des super jolies robes. Vraiment féminines, des super talons. Enfin, je pouvais partir en robe et en corset juste pour aller dans un bar. Et je faisais pas overdress alors que tu aurais pu croire que je partais à Cannes, quoi. Donc, Ah, j'avais aucune idée de ça, tu vois. et ça, c'est assez incroyable d'avoir cette chance. Et je pense que c'est comme c'est une population qui passe beaucoup de temps en uniforme à la base, puisque toute leur scolarité, ils la font en uniforme. Il n'y a que quand ils sont étudiants, finalement, où c'est d'ailleurs là où tu les vois exprimer le plus des modes extravagantes. Et après, dès qu'ils sont en entreprise, c'est pareil, c'est uniforme, tout le monde pareil, il n'y a pas un clou qui dépasse. Et du coup, je pense que quand ils ont des jours de repos ou du temps libre ou qu'ils sont à l'extérieur, du coup, ils font très attention à la tenue qu'ils vont mettre. Parce que justement, ils sont en uniforme tout le temps. Du coup, pour eux, s'habiller, ça n'a pas le même rapport que nous qui tous les jours choisissons nos vêtements. Pas comment dire ça, mais c'est peut-être pas que ça, mais je pense que. Puis après, ça reste une population qui est assez raffinée à ce niveau-là, Mhm. qui prend soin d'elle. Même les hommes sont toujours très bien habillés, quoi. Même quand c'est sobre, c'est bien fait. Tu vois qu'ils ont fait attention à ce qu'ils mettent. Ça te change de la France. Font attention à la manière dont ils s'habillent, à la manière dont ils se présentent à C'est l'extérieur. marrant parce que je pense que tout est une question enfin, de perception. Parce que moi, je trouvais justement qu'en Amérique du Nord, les hommes, tu vois, ils sont plutôt du genre, ils vont te mettre un pantalon de jogging, des baskets, un t-shirt tout le temps. Donc moi, quand je rentre en France, justement, je trouve que les mecs, ils sont super bien habillés. Moi, je les trouve trop mal habillés. Mais du coup, ouais, donc toi, tu trouvais ces hommes tellement bien habillés et tellement charmants que tu as décidé de rester quelques années de plus. Ça s'est passé comment, justement, pour que tu puisses rester? Alors, c'est pas ça, c'est qu'en fait, au moment où je me suis fait mon groupe d'amis, au moment où j'ai juste compris à quel point le Japon, je te parle en tant qu'étrangère, Oui. et en fait, j'ai trouvé que la vie là-bas était simple. Et en fait, j'ai trouvé des choses, même si vraiment la France, ça reste mon pays et mon pays préféré dans le monde entier parce que c'est mon pays, Mhm. même s'il y a des choses de la France qui me manquaient beaucoup, comme la nourriture. Mais le Japon, c'est quand même vachement fade. C'est fade en fait. D'accord. C'est quand même hyper fade, c'est toujours la même chose quand même. C'est des pâtes, du riz, des légumes bouillis et de la poiscaille quoi. Donc il y a des plats qui sont. Non mais il y a des plats incroyables comme le sukiyaki, il y a plein de spécialités. Et quand tu vas dans des régions, tu as des spécialités que tu vas pas forcément trouver dans la région où tu es d'ailleurs. Et ils ont des choses différentes, mais dans la vie du quotidien, tu manges quand même un peu tout le temps la même chose. En fait, au bout d'un moment, tu vois, même quand tu vas au supermarché où tu as toujours tout le temps la même tomate rouge, parfaite, ronde, J'ai entendu cultivée en Chine. elle coûtait 15 € cette tomate, non?
Alors non, non, là, C'est c'est pas sur vrai? des tomates chinoises basiques. C'était dans mon Ah, truc à 1 € tout, là. d'accord. Mais c'est 1 € la tomate, hein. Mais si tu veux, c'est juste que c'est tout le temps la même tomate. Tu vas même à un supermarché, tu as des tomates jaunes, des tomates vertes, des tomates noires, la cœur de bœuf. C'est L'aroma. juste ce choix Ouais. que j'arrivais pas à trouver dans les supermarchés japonais où il fallait aller dans des choses un petit peu plus, ce qu'on va dire les supermarchés de riches, moi j'appelais ça, où genre toute une blinde. Mhm. Tu avais des pâtes italiennes, des pâtes à l'encre de sèche, des trucs un peu différents, mais sinon, concrètement, dans le truc de tous les jours, tu trouves un peu toujours les mêmes choses. Pendant toute cette période, C'est-à-dire, t'es jamais rentré en France du coup? une fois par an, je suis rentrée en France à Ouais, chaque quand même. fois, pour mon anniversaire. J'arrivais pas à rentrer pour Noël à chaque fois, mais pour mon anniversaire, je suis rentrée. J'ai fait des allers-retours aussi. J'ai fait des allers-retours, mais un, et je crois la deuxième année, peut-être deux, parce que j'étais censée faire un mariage, enfin bon. Mais je faisais pas beaucoup d'allers-retours au prix des billets d'avion. Voilà, quoi, fallait quand même mettre 1 000 €, je les avais pas forcément toujours, donc bon. Donc non, je suis pas rentrée. C'est Et, ça. euh, et du coup, la raison pour laquelle j'ai voulu rester un peu plus longtemps, c'est que l'année que j'ai fait là-bas, la première année que j'ai fait là-bas, du fait que je vivais avec la famille et du fait que ça m'a pris tellement de temps de m'ouvrir à l'extérieur, au pays, ça a fait qu'en fait, j'ai rien vu. Pour moi, j'avais rien vu encore du Japon. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu la chance d'aller à Kyushu, enfin, dans les îles du Sud, puisque c'est 4 grandes îles, hein, le Japon. Ouais. Et voilà, et moi, j'ai en fait très peu visité autant que je le voulais. Parce que soit j'avais pas le temps, soit j'avais pas l'argent. Enfin, c'était soit l'un, soit l'autre Soit t'étais perdu. aussi. Mais du coup, voilà, j'avais pas visité autant que je voulais. Je venais juste, en fait, de me faire des amis, techniquement. Et peut-être, finalement, je sais pas comment les gens pourraient le prendre, mais cette homogénéité euh, que tu as forcément parce que, bah, genre, il y a 9% d'étrangers au Japon, ça reste un pays xénophobe, il faut se le mettre en tête. Concrètement, si tu fais attention de te comporter correctement, Mhm. parce qu'évidemment, il y a une culture complètement différente, avec des règles différentes, et le fait que moi, je me sois vraiment, vraiment intéressée à leur culture, c'est-à-dire que je connaissais mieux leur culture et leur histoire qu'eux-mêmes. Vraiment. Et à chaque fois, ils étaient genre choqués. Euh, Mhm. C'est j'ai souvent le même cas, porté ça. un temple. Ouais. J'ai porté un temple sur mon dos, c'est pour te dire. Mhm. C'est-à-dire que je visitais tous les temples. Je suis pas religieuse pour dessous. Merde, pour dessous. Je suis pas une fan de la religion dans la base de base. Mais n'empêche que j'allais prier, je crois, tous les 2 jours, quoi. Alors, si tu mets une pièce, tu clapes des mains et c'est fait, quoi. Mais c'est pas le même délire que Ouais. ou ailleurs. Voilà, c'est pas contraignant, les temples. Et en plus, comme c'est une religion polythéiste, c'est des religions qui sont très ouvertes. D'ailleurs, ils se marient dans des chapelles avec des faux prêtres. Voilà, on dit d'un japonais qu'il naît en fait shintoïste, qui se marie catholique et qui meurt bouddhiste. Donc c'est intéressant. Ouais, non, mais il fête Noël. Et il fête Noël, limite, il décore plus la ville que nous à Paris, quoi. Alors, il fête Noël avec un saut de poulet KFC. Mais en fait, Noël, c'est une fête de couple où tu fais la queue au KFC pour avoir un saut de poulet et où Mais tu as, non. des cornes de cerf ridicules et des tenues ridicules. Bref, ils le fêtent pas forcément comme il faut, mais ils vont prendre comme ça des fêtes religieuses d'autres pays qui leur semblent fun, qui leur semblent marrantes, et ils vont en garder en fait que les trucs cool. C'est-à-dire, ils vont pas te faire une crèche et l'histoire de Jésus. Non, non, sapin, décoration, poulet. La religion est extrêmement, extrêmement présente, mais ils sont très pratiquants d'une certaine manière, mais pas très croyants. Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cérémonies, il y a beaucoup de fêtes. Les entreprises font des offrandes au temple. Il y a plein en plus, il y a plein de temples et il y a plein de petites fêtes locales. Comme tu dirais, les fêtes celtes où chaque région a son temple avec sa fête. Donc en fait, tu as des festivals tout le temps. Tu peux enchaîner les festivals tous les week-ends. C'est génial, quoi. Et, Trop euh, bien, et ouais. donc moi, j'ai carrément le temple de Kobe, donc le temple principal de Kobe qui s'appelle Ikuta, m'a permis de participer en fait à un festival qu'ils n'avaient pas fait depuis très longtemps, qui est le festival du Mikoshi. Et donc tu portes un petit temple sur tes épaules pendant 8 heures dans toute la ville. Et le temple fait des centaines de kilos, plusieurs pour le porter. Il faut le jeter en l'air, lui faire des vagues. Physiquement, ça a été quelque chose parce Waouh. qu'en plus, il fait une chaleur de bête. Et Kobe, ça monte. Et j'avais bleu partout, c'était dingue. Mais franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs là-bas.
parce qu'en fait, j'étais presque qu'avec des Japonais. J'avais quelques amis français qui avaient pu participer et américains, en fait. Ils avaient fait un truc où ils laissaient un peu d'étrangers le faire. Et c'est toujours un plaisir d'avoir, en fait, une communauté qui est quand même assez... je vais pas dire qu'ils sont fermés, mais sur des choses très culturelles comme ça. Tu vois, de laisser quand même des étrangers participer à des choses alors qu'on n'est pas... je suis pas Shinto plus que ça, quoi. Et voilà, et donc je l'ai fait 2 fois de suite. Et j'ai eu la chance de le faire. Et souvent, les fois où je retourne au Japon, j'essaye toujours que ça tombe à ce moment-là pour que je puisse le faire. Donc, et puis à la fin, tu as une grande fête avec tous les gens qui ont participé, avec un grand repas où tu chantes dans une des salles du temple, avec les prêtres et tout, enfin les prêtres, les moines. C'est hyper sympa, quoi. Et enfin, non, c'est un super souvenir. En gros, si je veux aller voir ça, il faut que j'y aille à quelle période de l'année? Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, donc c'est pas. Après, tu as des grands festivals super connus comme celui de Kyoto. Voilà, le fameux festival où tu as les geishas, les machins, enfin, c'est une belle procession un petit peu ancienne comme ça. Et voilà, tu as aussi tout ce qui est procession des Obon. Donc, c'est un peu la fête des morts, quoi. Donc, c'est un petit peu dans les périodes novembre, tout ça. Tu as les festivals avec les sakuras. Voilà, donc les cerisiers en fleurs. T'en as tout le temps. Il y en a tout le temps. Écoute, Voilà. ils profitent de la vie, moi j'ai envie de dire, ils ont bien raison. Et en fait, voilà, moi, c'est vraiment ce fait d'avoir ces traditions partout qui sont en fait à chaque fois différentes parce que c'est des festivals tout le temps différents, mais sans qu'il y ait le problème qu'il peut y avoir en France, en fait, qui est dû sans racisme de ma part, mais qui est dû en fait à des cultures, à des minorités toutes différentes qui veulent pas vraiment se mélanger. Là, t'as pas ce problème puisque c'est vachement homogène. Tout le monde est japonais concrètement, donc il n'y a pas trop de. Donc les gens le vivent assez bien. Tout le monde va un peu dans le même sens et du coup c'est assez apaisant. C'est Tu facile. vois, il y a pas, il y a quand même les extrêmes radicaux, vraiment xénophobes, etc. Et il y a du racisme envers la Corée, envers la Chine. Enfin, il y a des vrais problèmes sociétals au Japon quand tu creuses plus loin et qui fait que je ne veux pas y vivre personnellement. Je veux dire y vivre toute ma vie. Ouais. Je pourrais pas parce que si tu rentres assez profondément dans la loi, par exemple, ils n'ont pas l'assistance à personne en danger, ils n'ont pas la légitime défense. Toi, tu perdrais ta citoyenneté française. Je crois qu'ils interdisent que tu aies deux Déjà, passeports. il y a ça. Ça prend 10 ans pour être citoyen. Je dois perdre ma citoyenneté française et je trouve qu'ils sont encore extrêmement. Enfin, leur loi est quand même très calquée de la Seconde République et ils seront encore très en retard sur ce qui, pour moi, est le basique des droits de l'homme, en fait. D'accord. Par exemple, je me souviens quand j'étais là-bas, ils ont voté. Alors, bon, c'est pas forcément une loi amusante, mais ils ont reconnu qu'un homme pouvait être violé. Jusqu'à présent, ça n'existait pas. Waouh. Tu vois, on est quand même en 2020. Ou en tout cas, à l'époque, on était en 2015. Donc, tu es en train de te dire, waouh, ça pédale, quoi. Et t'as ce problème au Japon parce qu'on parle des choses positives. Oui, tu as ce sentiment d'homogénéité, ce sentiment de sécurité. Les choses sont faciles, les choses sont assez bien faites. Les gens sont toujours très, très polis, très adorables, très civiques. Et c'est agréable, en fait, dans ta vie de tous les jours. En plus, c'est le pays du compliment. Tu vas au karaoké, tu chantes mal. Et les mecs te font, t'es la prochaine Shakira. Tu vois. Et juste ça, on te dit tout le temps que t'es belle, on te dit tout le temps, tu parles super bien japonais alors que tu connais 3 mots. Ça en est presque fatigant à la fin. Ouais. Tu vois, mais en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, en fait. Les gens sont toujours dans le compliment, ils sont toujours dans la gentillesse, etc. Même si, et c'est là que c'est le revers de la médaille, même si c'est pas vrai. Sur le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, on est quand même dans une culture un peu du faux. C'est-à-dire que pour eux, c'est ce qu'on appelle... enfin, je ne vais pas expliquer les concepts, les préceptes japonais, mais en fait, ils ne vont pas dire à des gens étrangers ce qu'ils pensent vraiment pour le bien commun. C'est-à-dire que la différence qu'il y a là-bas est avec nous, et en fait, il faudrait un mix des deux pour que ce soit parfait, c'est qu'eux sont complètement éduqués pour le groupe alors que nous, on est complètement éduqués pour l'individualisme. Ouais. Ce qui fait que nous, notre société, on n'a que des gens qui sont quand même relativement égoïstes, qui ne font pas attention aux autres, et ça crée les incivilités qu'on peut avoir, des gens qui font du bruit, qui te poussent en métro, qui s'en foutent de toi, quoi. Alors qu'au Japon, en fait, c'est complètement le contraire, c'est-à-dire que dès le départ, dès l'enfance, ils sont éduqués, je veux dire, les gamins en maternelle, ils nettoient eux-mêmes leurs toilettes, quoi. Génial. Je schématise, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils apprennent très vite
à respecter le bien commun, à respecter le groupe et presque au point de nier l'individualité là-bas. C'est presque too much. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de suicides, qu'il y a beaucoup de non-dits. C'est un peu de trop. Je veux dire, ce qui serait bien, c'est d'avoir un mix entre les deux et ce serait le paradis. Mais ça donne quand même au quotidien des gens qui font très attention. Par exemple, dans le métro ou dans le train, tu ne cries pas. Tu t'évites de parler d'ailleurs. Et tu parles pas au téléphone. Parce que les gens dorment, c'est un moment où ils se reposent. Ils travaillent énormément. Donc c'est un moment de détente pour les gens. Donc tu dois pas faire de bruit. Et nous, on a été rappelés à l'ordre plusieurs fois par des Japonais parce qu'on faisait la fête, et parce qu'on était bourrés, qu'il était minuit et qu'on rentrait, comme tout bon étranger, on chantait dans le train. Et voilà, et on s'est fait rappeler à l'ordre par rapport à ça. C'est pareil, moi j'ai appris, donc je suis fumeuse, j'ai appris que là-bas, tu ne fumais pas en te déplaçant. Donc tu ne marches pas en fumant, c'est très mal vu. Qu'est-ce que Pourquoi? j'aimerais ça, mais qu'est-ce que j'aimerais ça. Tu comprends pas parce que tu te Moi, je dis, je comprends comprends. pas. Alors, tu comprends pas trop parce que justement, tu es à l'air libre. Oui, mais le truc qui était bizarre, c'est que tu avais le droit de fumer dans les lieux publics, genre les restos, Ah, etc. Moi, ça m'a beaucoup gênée d'être dans des restaurants avec des enfants à côté de moi et des gens qui fumaient à côté d'eux. ah Moi, oui, je ça c'est sortais pour bizarre. fumer. Il y a de plus en plus d'espaces non fumeurs, mais la réalité de pourquoi en fait t'es pas censé fumer en te déplaçant dans la rue, c'est qu'en fait le Japon c'est quand même, je crois à peu près 140 millions de personnes, si je ne m'abuse. Donc c'est quand même beaucoup. Et en fait, tout simplement, il y a énormément de gens dans la rue. C'est pour ça que les parapluies sont transparents également. C'est pour voir les gens qui arrivent en face. Et donc ta cigarette, et c'est quelque chose que moi je remarque aussi parfois à Paris quand je fume. Dans Paris, je fais très attention de toujours garder ma cigarette très proche de moi à l'intérieur de ma main. Ouais. Parce que ça m'est arrivé moi-même d'être brûlée par quelqu'un, par la cigarette de quelqu'un dans la rue. Et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont interdit ça. C'est qu'en fait, tu peux brûler les vêtements ou brûler les gens en te déplaçant avec une cigarette dans une population aussi dense. C'est vrai que là-bas, du coup, tu as des fumoirs, tu as des zones pour fumer, en fait, c'est pas très agréable, mais tu as des spots. Et par exemple, au convenience store, tu as des poubelles avec des fumoirs et souvent les gens s'arrêtent pour fumer. C'est pas que tu peux pas fumer dehors, c'est juste que tu peux pas fumer en marchant. Et moi, je le savais pas quand je suis arrivée là-bas, et du coup, je le faisais, hein, bonne française que je suis. Et en fait, je me souviens qu'il y a un petit vieux qui m'a tapé sur la main comme ça dans la rue une fois. Et j'étais en choc, j'étais là, mais qui est fait, pourquoi? Et voilà, je l'ai trop mal pris. Ils devraient faire dans les aéroports, tu sais, quand tu passes la douane et tu as un visa ou un PVT ou Des peu importe. règles de base, des règles de Voilà, base. juste ces petites règles. Par exemple, au Canada, au feu rouge, t'as le droit de tourner à droite quand même si c'est le feu rouge. Oui, si tu le sais pas. Bah, tu te fais klaxonner, mais tu te dis, mais pourquoi je me fais klaxonner? Je comprends pas. Par Non, contre, mais il y a des choses comme ça. Après, moi, j'estime que c'est à la personne. C'est des choses que j'aurais pu savoir parce que j'ai pas préparé mon voyage oui, beaucoup. Mais c'est des choses que j'aurais pu savoir en regardant 2, 3 sites, quoi. ouais. Je pense que c'est important quand tu pars à l'étranger, même si c'est pour des vacances. Il y a un moment, je trouve que c'est important de savoir dire bonjour, merci, au revoir C'est dans la langue. respectueux, je trouve, moi, de faire ça. Mais voilà, c'est ça, et je pense que c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas tellement subi la xénophobie au Japon. C'est parce qu'en fait, même si les gens de toute façon te diront pas les choses en face, ils s'intéressent beaucoup à ta culture, etc. Maintenant, c'est pas qu'ils aiment pas les étrangers, mais ils les aiment bien en touriste. On va dire ça comme ça. Voilà, donc, mais le fait que je sois tellement intéressée par leur propre culture et leur propre histoire et que je la connaisse limite mieux qu'eux, et que je respecte vraiment bien, que je fasse vraiment attention à respecter leurs règles, leur culture, que je m'intéresse. Tu vois, par un moment, je me suis dit, je suis pas shinto, je vais pas aller voir les temples. Et c'est pareil quand je vais dans n'importe quel pays. Quand je suis allée en Tunisie, je suis allée dans les mosquées. Mais c'est C'est le sûr. premier truc que j'ai visité parce que c'est magnifique. Et Mhm. je fais attention à qu'est-ce qui. Tu vois, j'essaye quand même de. Même si j'aime pas ou que je pense que je vais pas aimer, je tente les spécialités culinaires. Avant d'arriver au Japon, je ne mangeais pas de sushi. C'était pas question de manger du poisson cru. Je prenais que les sushis à la crevette. Mais parce que c'est cuit. Et voilà, et d'ailleurs j'ai appris que les sushis au Japon et les sushis en France, ça n'a rien à voir. C'est vrai, Il y a plein de choses que je mangeais pas ou que tu vois, même pieuvre, alors je n'aime pas, mais j'ai quand même essayé. J'ai mangé un takoyaki, j'ai une espèce de boule avec des morceaux de tentacules à l'intérieur. L'angoisse. Mais j'ai essayé, quoi. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé d'en manger. J'ai fait cet effort. Après, j'aime bien ou j'aime pas, mais tu vois, je suis pas allée, pleurnicher parce que j'avais pas un croissant tous les matins au petit-déj, quoi. Et non, qu'en c'est fait, le matin, c'est du riz et du poisson grillé. Euh, c'est un moment faux. Enfin, pour moi, si tu décides d'aller dans un pays qui n'est pas le tien, soit tu t'adaptes, soit tu rentres chez toi. Enfin, non, mais je suis d'accord tu vois, avec toi. c'est pas à ce pays-là de s'adapter à toi. Après, il y a des choses. J'étais une Française là-bas.
ils m'ont toujours considérée comme une Française et même si j'avais vécu 20 ans là-bas, j'aurais jamais été japonaise. J'ai grandi en France avec une culture française, avec des parents français, enfin presque français. Et, et donc le fait est que c'est ma culture, c'est mon pays. Clairement. Et je ne pourrais pas être autrement. Et d'ailleurs, il y a des sujets au Japon sur lesquels j'ai pu avoir des interactions avec des Japonais qui étaient un peu compliquées parce qu'ils sont assez nihilistes par rapport à leur histoire. J'ai juste parlé à un ami qui parle anglais, qui est assez ouvert, un ami japonais du film The Cove, tu sais, sur le massacre des dauphins dans une baie au Japon. Et le gars, non, c'est pas au Japon, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Jamais. Si. Comment tu peux pas être au courant de ce qui se passe dans ton propre pays, mon gars? Tu vois, ils reconnaissent pas la guerre de Corée. Enfin, c'est assez compliqué à ce niveau-là, je trouve. Ça reste un pays impérialiste, hein, faut pas se faire de film, qui a fait des guerres pas propres. Je veux dire, enfin, à un moment donné, ils ont quand même été alliés avec l'Allemagne nazie, c'est pas pour rien. C'est quand même un pays assez conquérant, hein. Ils avaient un peu cette mentalité, c'est pour ça qu'ils s'entendaient assez bien, même si ça a été une grosse erreur pour eux. Mais voilà, mais derrière ça, c'est des choses que tu retrouves, et c'est pour ça que moi j'ai osé m'affirmer sur des points, tout en respectant le pays et la culture. Évidemment que sur les points que moi je considère essentiels, je me suis affirmée. Par exemple, une fois on m'a offert de la viande de baleine à un barbecue, et j'ai refusé de la manger. Alors, je sais pas si c'est du dauphin ou de la baleine de toute façon. Mais enfin, bon, bref, j'ai refusé de la manger. Et le mec m'a dit, mais pourquoi? T'as déjà goûté? T'aimes pas? Je fais non, j'en ai jamais mangé de ma vie. Mais en fait, c'est une espèce protégée. Internationalement parlant, il y a que vous, la Norvège et la Chine qui respectez pas le truc, quoi. Et je fais, moi, en fait, j'ai envie, si j'ai un enfant, qu'un jour il voit une baleine et pas qu'en photo. Et je fais surtout, ça va pas changer ma vie de manger de la baleine. Et le gars était là, oui, mais c'est culturel. Je sais, oui, c'est culturel et j'ai pas de problème à ce que tu en manges. Comme j'ai aucun problème au Vietnam qui mange du chien et du chat. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Après, moi, je n'en mangerai pas pour des raisons qui me sont personnelles. Si bien tu me dis que le bœuf, c'est une espèce protégée, je dois arrêter d'en manger, j'en mange plus direct, pourtant j'adore ça. Ouais. Donc, c'est juste, c'est notre considération. Et qui était là, ouais, elle est déjà morte, c'est pas grave. Et du coup, on a eu un débat quand même assez compliqué là-dessus. Et j'essayais de lui faire comprendre. Et je lui disais, oui, c'est culturel. Le Japon mangeait de la viande de baleine. Et je comprends pourquoi. Il y a plein d'autres pays qui l'ont fait d'ailleurs. C'est pas le cas de la France. Je fais, c'est juste à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas une question culturelle, c'est une question d'autre chose. Chez nous, on brûlait des gens en place publique. Hein, c'était culturel à une époque, mais on s'est dit que c'était une mauvaise idée. J'adore cette comparaison. Non, mais tu vois, enfin, il y a un moment, tu peux pas justifier des erreurs passées ou des choses qui ont une trop grosse, comment on va dire ça, qui ont un impact. Un impact trop important en fait sur l'avenir, sous prétexte que c'est culturel. Non, c'est clair. Parce que sinon, en fait, t'as pas d'évolution dans ces cas-là. Non, mais c'est ça. Tu vois, t'évolues pas. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à ce niveau-là, parce que c'est vrai que le Japon, ils ont ce côté traditionnel qui est hyper sympa, mais en même temps parfois ils peuvent être bloqués dedans. Réagis. C'est clair. Voilà, donc ça a été compliqué de parler de ça, ou de parler de leur histoire, des choses pas cool dans leur histoire, tu vois. Tu parles de la colonisation, un Français, on va en parler facilement, tu vois. Je vais jamais être là genre, non, la colonisation, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, on n'a jamais fait ça. Ça n'arrivera pas en France, ça n'arrivera pas, le pays l'a reconnu de toute façon. Enfin, tu vois, je veux dire, ça n'arrive pas, c'est-à-dire que nous, on reconnaît, et on sait, notre histoire là-bas, il y a encore des parts vraiment, même dans les livres, quoi, où carrément il y a des infos qui sont pas données aux gens, où ils sont pas informés sur leur passé, sur tout ce qui est pas positif, en fait. Tu vois, et c'est une des raisons d'ailleurs. Je reviens à ce que je disais par rapport au fait que c'est sympa que ce soit un pays où les gens sont très gentils et que c'est pas pensé. C'est qu'en fait ils ont besoin que les gens qui viennent au Japon en tant que touristes aient une excellente image du Japon quand ils repartent. Il n'est pas question, et peut-être qu'on devrait s'inspirer d'eux, il n'est pas question qu'à un moment des touristes disent « Ah, le Japon, les gens sont pas sympas, c'est pas cool, c'est nul ». Donc c'est très important pour eux que tu te sentes bien. C'est très très important pour eux que tu te sentes bien. Après, quand tu vis là-bas, t'as pas non plus les mêmes choses que quand tu es en touriste. Moi, j'ai un ami, ça fait 20 ans qu'il habite là. Il a une femme, il a des enfants, hein, donc japonaises. Il a même changé son nom en katakana. Il a déménagé de building. Les voisins ont appelé la police parce que c'était un étranger, qu'ils avaient peur. Il faut voir le truc. Wow.
il y a des choses quand même comme ça qui arrivent, qui se passent. Il faut pas se mentir sur ça. C'est un pays insulaire qui a été fermé, je crois, presque 400 ans, si je ne m'abuse. Donc ça renforce le truc. Et qui est en plus relativement xénophobe. Donc après, ça fait partie. C'est soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Non, Donc, comme ça. je te disais, moi, voilà, il y a des choses dans leur loi qui, moi, me dérangent en tant que personne. Et je les trouve trop en retard sur certaines lois qui sont importantes pour moi, sur des droits qui sont importants pour pouvoir y faire ma vie. Si tu devais donner un conseil à une personne qui voudrait justement partir là-haut, que ce soit pour un PVT ou 2 ans ou 3 ans, est-ce qu'il y aurait un conseil? Mais je pense que tu l'as un peu déjà touché, déjà bien de quand même se préparer. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? De connaître un petit peu la langue, parce que l'anglais va pas vous sauver. Mhm. Un petit peu, mais dans très peu de situations en réalité. L'anglais va pas sauver, donc c'est quand même bien de savoir ne serait-ce qu'un petit peu parler. L'écrit peut être vraiment important, mais étant donné qu'il y a 3 alphabets, c'est très difficile. Et Mhm. je peux comprendre, mais moi voilà, c'est une étape compliquée l'écrit sur le japonais, mais ça peut aussi beaucoup aider quand on cherche des endroits, si on cherche un emploi. Enfin, voilà, c'est un des visas les plus difficiles, dans le monde, avec les États-Unis. Donc il faut pas non plus se faire des films, c'est pas simple. Après, vous aurez pas de souci avec le Working Holiday Visa. Je peux donner comme conseil, puisque pendant ma 2e année, je gérais un petit hostel, une petite guest house, et Mhm. je recevais en fait ce qu'on appelle des workaway. Ils venaient travailler, on va dire, un petit peu gratuitement pour moi dans l'hostel, et moi je les logeais Ouais. gratuitement. Et du coup, en plus, comme c'était que des gens internationaux, etc., je leur faisais découvrir le coin, je leur donnais des tuyaux. Enfin, donc ça, c'est quelque chose, les workaway, ça peut être un moyen de partir à l'étranger en ayant déjà un point de chute, en n'étant pas trop stressé, en ayant au moins un logement et de la nourriture. Et Par puis exemple, il y en a rencontrer qui rémunèrent. des personnes peut-être enfin, internationales au départ. Oh, tout à fait, pour les Oui. jeunes filles au pair, etc. Donc nous, on avait cette share house où vivaient des Japonais, j'avais des gens des backpackers qui venaient de partout dans le monde. Mhm. Moi, j'ai forcément pris beaucoup de Français parce que je préférais. Et ça faisait maison. Et voilà, et je me suis fait d'ailleurs des très très bons amis en workaway. C'était un peu comme mes enfants, quoi. Ils arrivaient là tout jeunes, tout frais, tout perdus. Et voilà, et après de passer 3 mois avec moi, c'était fini. Mais Génial. mais du coup, c'était assez amusant. C'est un peu comme une petite famille. Et, et donc voilà, je pense que ça, c'est important de le savoir pour le Japon. Voilà, qu'il y a des choses, c'est possible. En plus, ils s'ouvrent un peu plus à tout ce qui est justement tout ce qui est tourisme, un peu comme ça, de jeunes. Par exemple, on va dire un pays comme l'Australie est hyper habitué au working holiday. Mhm. Le Canada, pareil, je pense. Oui. Les États-Unis, par exemple, tout ce qui est jeunes filles au pair, au Japon, c'est rien en fait. Il y en a presque pas, donc ils sont pas encore complètement ouverts au système qu'on peut avoir pour aller dans certains pays où c'est plus facile. Donc c'est pas un pays facile. Faut rester. C'est pas un pays. C'est un pays génial à visiter parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a une grande culture, il y a une grande richesse, il y a une grande histoire. Et en plus, c'est vraiment des paysans. J'irai. Donc J'irai. ouais, vraiment. Et après, le plus compliqué, je pense, pour les gens qui voudraient rester plus qu'un an, plus qu'avec un working holiday visa, c'est mieux si on y va avec un vrai travail d'expat, je suppose, avec son propre logement, ou juste pour un an en se disant vraiment c'est une aventure de jeunesse, comme on part en Australie, comme on part ailleurs. Voilà, je fais un an, je visite un peu tout le pays, je fais d'une auberge à une autre et je travaille, je fais des petits boulots à droite à gauche. Pourquoi pas? Mhm. Les appartements là-haut, enfin les logements, ils sont assez petits quand même, d'après ce que j'ai compris. Alors, Ça je vis dépend. dans 15 mètres carrés à Paris, donc Oui, pour moi, un logement petit, c'est pas vrai parce qu'en dans fait, les grandes alors, villes. il y a quelque chose au Japon, c'est que concrètement, des immeubles sont refaits tous les 20 ans, même les temples, hein, on dirait pas, mais en fait, ils sont refaits assez souvent parce qu'ils sont en bois. Donc, du coup, ça résiste quand même vachement moins que nos beaux cailloux à Paris Mhm. ou ailleurs en France. Et donc, du coup les buildings neufs, si tu veux vraiment un bel appartement, tout ça, oui, ça peut être compliqué. Mais il y a plein de vieux logements, le truc en tatami, voilà, où en fait, tu payes pas grand-chose. Moi, j'ai quand même vu des 40 mètres carrés pour 500 euros par mois. D'accord. Donc, et comme le salaire est quand même un peu meilleur au Japon en termes de travail, parce que forcément la vie est plus chère aussi, donc il y a un salaire qui est adapté à ça. Donc, c'est pas très cher en termes de logement. Si jamais tu trouves un building qui a plus de 30 ans, ça va pas être cher. Après, ce qui est problématique, c'est qu'il te faut toujours un garant japonais. Euh,
c'est impossible il te faut quelqu'un de japonais en fait pour signer avec toi. Et ça peut être très compliqué. Bah Et puis oui. faire la démarche d'aller dans une agence immobilière japonaise où ils vont pas parler anglais, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas Non, facile. c'est C'est clair. vraiment pas facile d'avoir son propre logement. Mais si après tu es comme moi avec l'école, ils étaient censés m'aider parce que elle est japonaise. C'est juste qu'en fait, ils ont mis du temps, donc j'ai dû aller vivre à droite, à gauche chez des amis pendant des mois et ça m'a fatiguée. Mais s'il y a quelqu'un qui t'engage ou si tu vis dans des guest houses, c'est pas un problème. Non, Ah, c'est c'est clair. pas un problème, mais pour y vivre, il y a plein de choses administratives qui peuvent être difficiles. C'est efficace l'administration là-bas, c'est pas comme en France, mais ça peut être difficile parce que c'est une administration qui est très rigoureuse et qui effectivement va pas forcément faciliter les choses aux étrangers. Comme je dis, ça reste un pays xénophobe et ça se ressent à ce niveau-là en tout cas. Donc voilà, ils sont pas forcément dans l'aide pour que les étrangers s'installent pour toujours sur le territoire. Donc D'accord. c'est pas évident si t'as pas des amis japonais ou on va dire une vraie boîte qui est derrière toi ou qui t'aide. Et ça, il faut le garder en mémoire. Et du coup, si aujourd'hui, la Agathe à qui je parle aujourd'hui, tu pouvais donner un petit message à celle de 29 ans qui était prête à partir, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, qu'est-ce que je lui dirais? Ça va être bien, mais ça va être dur. Il va falloir t'accrocher, il va falloir passer par des moments qui ont pas été faciles et qu'on n'a pas tous évoqués ici. Mais voilà. Et oui, faut avoir un minimum de courage, je pense. Et je crois pas que ça s'applique qu'au Japon, mais il faut avoir un minimum de courage pour partir seul, loin de ce qu'on connaît, loin des gens qu'on aime, dans un pays qui nous est étranger. Euh, Et si Il y en a qui différent, j'ai sont envie de plus... dire. Parce que si tu pars, par exemple, en Belgique ou en Allemagne, ça doit être... Tu vois ce que je veux dire? Ma mère est belge, ça posera pas de problème. Mais oui, évidemment que si je partais en Irlande, ce serait un peu plus simple pour moi. Exactement. Ou en Angleterre, si tu pars à Londres, etc. Il y a, rien qu'en Europe, le fait qu'on n'ait même pas besoin de visa en tant que tel par rapport à l'Europe, enfin, il y a des facilités effectivement à partir dans certains pays. Mais partir seul, voilà, ça demande du courage et en même temps, c'est une expérience, qu'elle soit positive ou négative dans son ensemble, c'est une expérience qui forge. Ça t'apprend la vie. Hein. Ça C'est clair. t'apprend la vie. C'est clair. Ça t'apprend la vie parce qu'en fait, tu vis des choses que tu vivrais pas en temps normal. Il faut apprendre à se débrouiller seul sur beaucoup de choses. Il faut apprendre à savoir demander de l'aide aussi quand on en a besoin. Et du coup, ça t'apprend la vie, ça t'apprend à grandir. Et surtout, ça offre quelque chose qui est primordial pour moi et qui fait que tout le monde devrait faire ça, ne serait-ce que quelques mois. Ça t'offre un regard différent sur ton propre pays qui peut être intéressant et qui permet aussi de voir les forces de ton pays comme ses faiblesses, de voir une culture complètement différente, quelque chose que tu ne connais pas, et en fait d'ouvrir un peu, de t'ouvrir tout simplement au monde. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu aurais peut-être une citation, une chanson que tu voudrais nous partager? Ashita wa ashita no kaze ga fuku. Donc c'est un proverbe, on va dire, un proverbe japonais que j'aime énormément, et que si on traduit littéralement, ça veut dire le vent de demain soufflera demain. Donc Ouh, concrètement, ça va correspondre au français à demain est un autre jour. Voilà, je pense que c'est exactement la manière dont il faut vivre. Il faut vivre pour le présent. Et même si, quand on part en expatriation, il y a des jours difficiles, vraiment difficiles, bah demain, c'est un autre jour. C'est-à-dire que ma première année à moi a été quand même assez noire. Et finalement, voilà, il y a eu du bien, du mal. Mais j'ai quand même fait des super rencontres. Il y a eu des moments extrêmement positifs, des souvenirs dont je vais me souvenir toute ma vie. Euh, et je pense il faut garder ça en mémoire. Faut pas, quand on tombe, faut se relever derrière. c'est Faut clair. pas s'arrêter. Il y a des contrariétés, c'est normal. T'es pas chez toi, t'as pas les gens, mais tout va bien. Demain, il y aura du soleil. Comme ça, il faut voir les choses, je Non, pense. je trouve que c'est une très belle façon de conclure ça. Donc, je te remercie énormément pour tout ça. En tout cas, malgré quelques péripéties, moi, j'ai toujours envie d'y aller, ça c'est clair. Et si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou nous suivre sur Instagram, Sophie Expat. Voilà, Agathe, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup.